bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Introduction à la catastrophe de Tchernobyl. L'accident de Tchernobyl représente un événement majeur du XXe siècle, survenu au cours de l'année 1986, qui a profondément marqué l'histoire de l'énergie nucléaire et de la gestion des risques industriels. Ce drame a pris place dans le contexte particulier de la guerre froide, une période où les avancées technologiques étaient régulièrement mises à l'épreuve et où la course aux performances énergétiques s'intensifiait. La centrale nucléaire de Tchernobyl, située en Ukraine soviétique, faisait partie d'un ensemble de sites conçus pour répondre aux besoins croissants en électricité, tout en démontrant la capacité technologique et industrielle de l'Union soviétique. Les circonstances qui ont conduit à l'accident résultent d'une combinaison de facteurs techniques, humains et organisationnels. Le réacteur numéro 4, un modèle RB-MK, se caractérisait par une conception complexe, avec certaines vulnérabilités connues mais insuffisamment prises en compte. Au cours d'un test visant à vérifier la capacité du système de refroidissement à fonctionner en cas de panne de courant, les opérateurs ont dû suivre une série de procédures précises. Toutefois, des erreurs dans l'exécution de ces consignes, associées à des défauts intrinsèques du réacteur, ont entraîné une montée en puissance incontrôlée. Cette situation a conduit à une détonation et à la destruction partielle du bâtiment, libérant dans l'atmosphère une quantité importante de matière radioactive. Avant l'accident, la centrale et son environnement faisaient partie d'une société soviétique centrée sur la modernisation industrielle et un contrôle strict des informations. La population locale, ainsi que les travailleurs de la centrale, connaissaient peu la nature exacte des risques liés à l'énergie nucléaire. L'idéologie ambiante valorisait le progrès technique, souvent au détriment de la transparence et de la sécurité optimale. Cela explique en partie la gestion initiale des conséquences, où la gravité réelle de la situation a été minimisée dans les communications officielles, retardant les mesures de protection et d'évacuation. L'incident de Tchernobyl a mis en lumière plusieurs aspects essentiels du domaine nucléaire. Le réacteur de conception RB-MK, utilisé principalement en Union soviétique, avait une configuration unique incluant une modération au graphite et un usage d'eau bouillante. Cette technologie présentait certains avantages pour la production à grande échelle, mais souffrait de faiblesses importantes, notamment une réactivité instable à faible puissance et une absence de confinement robuste comparée aux normes occidentales. Ces éléments techniques suscitèrent ensuite une réévaluation approfondie des normes de sécurité nucléaire à l'échelle mondiale. Sur le plan humain, la catastrophe a révélé les limites des formations et protocoles mis en place à cette époque. Les opérateurs, soumis à un stress intense et parfois à des pressions contradictoires, se retrouvèrent dans une situation où leurs décisions eurent des conséquences dramatiques. La structure hiérarchique rigide et le manque de communication efficace entre différentes strates de gestion ont aggravé la sévérité de l'événement. Cette expérience a conduit à repenser les approches organisationnelles dans les milieux à haut risque, insistant davantage sur la culture de sécurité et la prise en compte des erreurs humaines. La contamination radioactive provoquée a affecté un territoire non seulement immédiat, couvrant les alentours de la centrale, mais aussi de larges zones en Biélorussie, en Russie et en Europe. La diffusion des isotopes comme l'iode-137 et le césium-137 a eu des effets sanitaires et environnementaux durables. De nombreuses études ont été entreprises pour évaluer l'impact sur la santé des populations exposées, en particulier les cas de cancer de la thyroïde chez les enfants. Les travaux scientifiques ont permis d'améliorer la compréhension des risques liés aux radiations et de renforcer les protocoles de surveillance. Parallèlement, la catastrophe a suscité une perception publique mondiale fluctuante entre peur, fascination et incompréhension. Des mythes se sont développés autour de l'événement, certains exagérant les conséquences réelles, d'autres négligeant les aspects rationnels. Cette dualité reflète une défiance croissante envers les technologies complexes et le progrès scientifique perçu parfois comme incontrôlable. La gestion des informations et la transparence avec le public sont devenus des enjeux majeurs, incitant à un dialogue plus ouvert entre experts, autorités et société civile. Dans la continuité de ces réflexions,
La zone d'exclusion instaurée autour de Tchernobyl est devenue un espace singulier. Interdit à la population civile, cet endroit est aussi devenu un site d'intérêt scientifique et environnemental. L'absence d'activité humaine régulière a permis l'étude des processus écologiques dans un environnement contaminé. Cette observation a révélé des phénomènes inattendus, évoquant une certaine récupération de la nature malgré la pollution persistante. Ces résultats invitent à repenser la relation entre l'homme, la technologie et l'environnement sur le long terme. La catastrophe de Tchernobyl est donc bien plus qu'un simple accident industriel. Elle représente un moment charnière dans l'histoire contemporaine, mettant en exergue la complexité des choix technologiques, les limites de la gestion humaine face aux risques et l'impact des décisions politiques sur les populations. Les leçons tirées de cet événement ont nourri de nombreuses évolutions en matière de sécurité, de transparence et de coopération internationale dans le secteur nucléaire. Le souvenir de cette tragédie continue d'influencer les débats sur l'énergie et le développement durable à ce jour. En résumé, cet incident illustre, à travers une séquence d'événements et de contextes, les dangers inhérents aux technologies puissantes mal maîtrisées, ainsi que les conséquences humaines et environnementales qui en découlent. Il invite à une vigilance constante et à un engagement collectif pour prévenir de futurs drames, tout en soulignant l'importance d'un équilibre entre progrès scientifique et responsabilité éthique. Ces réflexions préparent le terrain pour aborder plus en détail les différentes facettes de cette histoire dans les sections suivantes, où seront explorés les aspects techniques, humains et sociétaux avec un regard approfondi. La centrale nucléaire de Tchernobyl avant l'accident. La centrale nucléaire de Tchernobyl, avant l'accident, était un complexe industriel, parmi les plus avancés de son époque sur le territoire de l'Union soviétique. Conçue pour produire de l'électricité à grande échelle, elle se composait de plusieurs réacteurs du type RBMK, un modèle unique qui combinait certaines caractéristiques distinctives. L'ingénierie de ces réacteurs répondait à des impératifs de production et de coût, reflétant les normes de sécurité et les pratiques technologiques des années 70 et 80. Chaque unité était encastrée dans une structure massive en béton, dotée de systèmes de contrôle complexes et de postes de commande sophistiqués pour l'époque. Le réacteur RBMK fonctionnait selon un principe particulier, utilisant du graphite comme modérateur et de l'eau ordinaire comme caloporteur. Cette architecture permettait de moduler la réaction en chaîne nucléaire avec une grande flexibilité, ce qui influençait directement la quantité d'énergie produite. Les barres de contrôle, insérées dans le cœur du réacteur, servaient à réguler la puissance, tandis que la circulation de l'eau assurait le refroidissement nécessaire. Ce mécanisme, bien que fonctionnel, comportait des aspects techniques réputés délicats, notamment une stabilité réduite à faible puissance, ce qui nécessitait une surveillance constante. Le personnel travaillant à la centrale devait maîtriser ces particularités techniques avec rigueur. Les équipes, composées d'ingénieurs, de techniciens et d'opérateurs, suivaient des procédures strictes pour assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes. Les conditions de travail n'étaient pas exemptes de stress, car la moindre erreur pouvait engendrer des dysfonctionnements graves. La formation incluait des exercices pratiques et théoriques intensifs, centrés sur la compréhension fine des systèmes de sécurité et de contrôle. L'atmosphère au sein de la centrale mêlait le souci de la précision et une certaine routine imposée par la nature répétitive des tâches. Parmi les particularités des réacteurs RBMK figure la conception dite à circuit ouvert, où l'eau utilisée pour le refroidissement passait directement en contact avec le graphite. Cette configuration différenciait ces réacteurs de ceux à eau pressurisée, plus courants dans le monde. L'architecture spécifique rendait la centrale économiquement attractive à court terme, mais présentait des risques intrinsèques, largement documentés par la suite. Les ingénieurs, bien que conscients de certaines limites, considéraient les dispositifs de sécurité intégrés comme suffisants, selon les standards technologiques et réglementaires de leur temps. Il est pertinent de noter que la construction de la centrale s'inscrivait dans un contexte politique et économique particulier. L'URSS visait à démontrer sa capacité à produire une énergie faible en émissions de carbone, répondant ainsi à la demande croissante pour l'électricité et à la volonté de modernisation industrielle. Le choix du site près de la ville de Pripyat reposait sur plusieurs critères environnementaux et stratégiques, dont la disponibilité de ressources hydrauliques
et la distance relativement éloignée des grandes agglomérations. Cependant, cette décision impliquait également une certaine vulnérabilité en cas d'incident. Sur le plan technique, le fonctionnement du réacteur requérait une coordination fine entre plusieurs systèmes automatisés et manuels, assurant la stabilité du processus. La complexité des opérations reposait sur la capacité à gérer en temps réel la température, la pression et la réactivité du cœur atomique. Les instruments de mesure, multiples et variés, fournissaient une multitude de données que les opérateurs devaient analyser avec attention. Le moindre écart par rapport aux paramètres établis nécessitait une intervention rapide pour éviter toute dérive susceptible de devenir dangereuse. En dépit des défis liés à la technologie RBMK, la centrale atteignait des performances substantielles. Son rendement énergétique était considéré comme satisfaisant, avec la production de milliers de mégawatts destinés au réseau électrique soviétique. L'organisation du travail reposait sur une planification précise des interventions et des maintenances, visant à minimiser les arrêts non programmés. Les équipes techniques pratiquaient régulièrement des contrôles pour détecter des anomalies ou des signes d'usure des composants, contribuant ainsi à la pérennité du fonctionnement. Le système de sécurité de la centrale incluait plusieurs niveaux de protection technique et humaine. Des mécanismes automatiques étaient conçus pour arrêter rapidement la réaction nucléaire en cas de problème, en abaissant les barres de contrôle ou en coupant l'alimentation en eau. Parallèlement, les opérateurs devaient être capables d'agir manuellement et de manière coordonnée selon des protocoles rigoureux. Cette dualité entre automatisation et intervention humaine caractérisait une approche prudente, bien que non exempte de failles, particulièrement dans le contexte d'une technologie encore en développement. Il faut également considérer l'environnement social et le cadre de vie des employés. La ville de Pripyat, construite spécialement pour accueillir les travailleurs de la centrale, offrait des services et infrastructures destinés à assurer un cadre de vie confortable. Les familles des employés bénéficiaient d'équipements collectifs, d'écoles et de loisirs, contribuant à une certaine qualité de vie malgré la nature exigeante du travail. Cette organisation reflétait l'attention portée à la stabilité sociale, élément important pour maintenir un rythme de travail soutenu dans ce type d'installation stratégique. Dans ce contexte, plusieurs récits évoquent des perceptions contradictoires sur la sécurité et la gestion des risques. Certains témoins soulignent la confiance relative dans le dispositif technologique et les procédures établies. D'autres mentionnent une tension latente liée à la complexité des opérations et à la nature même du combustible utilisé. Le rapport entre les impératifs économiques, politiques et de sécurité constituait un équilibre délicat, parfois remis en question par des incidents mineurs survenus avant l'accident majeur qui allait marquer l'histoire. En observant ces éléments, il devient clair que la centrale nucléaire de Tchernobyl ne se limitait pas à une simple installation industrielle. Elle incarnait une conjonction de facteurs techniques, humains et institutionnels reflétant un moment spécifique de l'histoire de la technologie nucléaire. La conception et le fonctionnement de la centrale, avec ses forces et ses faiblesses, posaient les bases d'une évolution dont les conséquences allèrent dépasser les seules sphères industrielles, imposant une réflexion profonde sur la gestion du risque et la responsabilité collective. Ainsi, cette présentation des mécanismes et des conditions de vie liés au fonctionnement de la centrale RBMK ouvre la voie pour comprendre les circonstances qui ont précédé la catastrophe. Elle invite à appréhender les complexités d'un système qui, à première vue, semblait maîtrisé, mais qui recelait des fragilités intrinsèques. Le passage à l'accident proprement dit ne peut être dissocié de ses réalités structurelles et humaines, conditionnant la manière dont le drame s'est déroulé et a été géré dans les heures critiques qui ont suivi. Ce panorama éclaire donc le contexte avant l'explosion, préparant une analyse approfondie des événements ultérieurs. Le déroulement de l'accident du 26 avril 1986. Le 26 avril 1986 demeure marqué dans l'histoire comme une date à la fois tragique et instructive. Cette nuit-là, un test de sécurité fut planifié à la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. L'objectif principal de ce test était d'évaluer la capacité des générateurs de secours à fournir de l'électricité en cas de perte de puissance des réacteurs. Ce scénario, bien que théorique et conçu pour limiter les risques, entraîna un enchaînement d'événements que personne n'avait anticipé
ni envisagé en termes de conséquences. Ce récit examine chronologiquement les étapes qui ont conduit à la catastrophe, en s'appuyant sur les faits techniques et les décisions prises. Le test commença par une réduction progressive de la puissance du réacteur numéro 4, une opération délicate car ces unités fonctionnaient alors sous des paramètres complexes. La puissance fut abaissée bien au-dessous des limites opérationnelles recommandées, ce qui affecta la stabilité du réacteur. Dans ce contexte, le réacteur, conçu avec un certain nombre de sécurités, approchait néanmoins de zones de fonctionnement instables dues à la configuration des barres de contrôle et à la dynamique des réactions en chaîne. Cette baisse fut une erreur critique qui complique le maintien d'une inertie sécuritaire suffisante. Au moment où la puissance fut faible, les opérateurs entreprirent de retirer plusieurs barres de contrôle, ces éléments essentiels qui régulent la réaction nucléaire et évitent la surchauffe. Cette démarche, bien que prévue dans le protocole du test, fut conduite dans des conditions où la marge de sécurité avait déjà été réduite. L'équilibre fragile fut ainsi rompu. Par ailleurs, le système automatique de sécurité, qui aurait pu intervenir pour corriger certaines anomalies, fut partiellement désactivé afin de permettre une conduite manuelle plus directe. Cette désactivation réduisit la capacité à prévenir les défaillances immédiates. L'atmosphère dans la salle de contrôle était tendue et concentrée, les opérateurs respectant les consignes tout en surveillant les voyants et les indicateurs. Les essais devaient être réalisés rapidement car des contraintes extérieures, notamment les exigences de la direction, pressaient pour que le test soit terminé avant l'aube. Une tension organisationnelle et temporelle influença ainsi les prises de décision, diminuant les possibilités de réévaluation continue des risques. Ce facteur humain mérite d'être souligné dans l'analyse de l'accident. Vers 1h15 du matin, une série de phénomènes inattendus se produisit. Une surchauffe commença à se développer dans le cœur du réacteur, provoquant une augmentation rapide de la température. Cette élévation entraîna la production de vapeur d'eau à haute pression, ce qui augmenta la charge sur les circuits de refroidissement. Le réacteur, conçu pour fonctionner dans des limites précises, fut soumis à une contrainte mécanique croissante. Les dispositifs de sécurité classiques ne réussirent pas à stabiliser ces variations brutales. Une seconde séquence critique survint lorsqu'une réaction en chaîne incontrôlable se déclencha. Cette réaction fut amplifiée par une configuration défavorable des barres de contrôle et par la présence de rejets de gaz radioactifs à l'intérieur du circuit primaire. Le système de régulation perdit son efficacité, ce qui conduisit à une production d'énergie exothermique extraordinaire, au-delà des prévisions. La pression dans le cœur atteignit un seuil critique, menaçant l'intégrité des structures internes du réacteur. Quelques minutes plus tard, vers 1h23, une explosion de vapeur résulta de cette surpression. Cette explosion dévasta la partie supérieure du bâtiment du réacteur numéro 4, soufflant le toit et exposant le cœur à l'atmosphère. Cette ouverture permit la libération massive de matières radioactives, y compris des isotopes dangereux tels que l'iode 135, le césium 137 et le strontium 85. Ces radionucléides se dispersèrent dans l'air, provoquant une contamination étendue des environs. L'onde de choc endommagea également les autres réacteurs situés dans la même centrale, créant un environnement propice à une fusion progressive. Malgré les efforts immédiats effectués par les équipes de secours, les systèmes d'extinction incendie et de confinement furent insuffisants pour enrayer la progression du désastre. L'ampleur de la libération radioactive fut aggravée par la nature des matériaux présents dans le cœur, notamment le graphite utilisé comme modérateur, lequel prit feu, intensifiant la dispersion des particules radioactives. Dans la nuit, les autorités soviétiques furent confrontées à une prise de décision complexe. La priorité devint la protection des populations alentours, la limitation des risques sanitaires à long terme et la gestion d'une crise sans précédent. Les informations furent initialement retenues, ce qui retarda la mise en place des mesures d'évacuation et augmenta l'exposition des habitants. Les villes et villages situés à proximité du site, notamment Pripyat, furent évacués dans les jours qui suivirent. Mais l'exposition précoce avait déjà eu des effets sanitaires significatifs. Les opérations de confinement ultérieures comprirent la construction d'un sarcophage en béton, destiné à isoler le réacteur endommagé et à limiter les rejets radioactifs. Ce chantier fut une entreprise colossale, menée dans des conditions délicates,
tant pour des raisons techniques que pour la sécurité des intervenants. C'est une étape essentielle dans la gestion de la catastrophe, mais qui ne pouvait effacer les conséquences environnementales et humaines déjà engagées. Cet accident, bien qu'exceptionnel par son ampleur, met en évidence l'importance capitale des procédures de sécurité, du contrôle rigoureux des paramètres de fonctionnement et d'une culture organisationnelle attentive aux risques. Il démontre aussi les limites des technologies nucléaires face à certains scénarios. Ces leçons, tirées à prix fort, ont conduit à des réformes majeures dans la gestion des centrales à travers le monde. La nuit du 26 avril est devenue un exemple tragique de la manière dont une série d'erreurs et de dysfonctionnements techniques, combinés à des choix humains et organisationnels, peuvent transformer un test programmé en une catastrophe majeure. Cette analyse chronologique permet de comprendre la complexité des événements et la nécessité d'une vigilance constante dans la gestion de l'énergie nucléaire. Poursuivant notre exploration, il convient désormais d'aborder les conséquences immédiates sur la santé des populations exposées, ainsi que l'impact environnemental durable engendré par cet accident historique. Les premières réactions et mesures d'urgence. Les premières heures qui ont suivi l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl sont marquées par une série de décisions, ainsi que d'actions entreprises par les autorités soviétiques dans un contexte où la compréhension de l'ampleur du désastre demeurait très limitée. Immédiatement après l'explosion survenue dans la nuit du 26 avril 1986, les responsables locaux et les pompiers furent les premiers à intervenir sur le site, souvent sans connaissance précise des risques liés aux radiations. Ces premières réactions initiales avaient avant tout pour objectif de maîtriser l'incendie et d'empêcher la propagation des flammes, en ignorant encore largement la nature radioactive de la contamination. Dans les jours qui suivirent, les autorités soviétiques prirent conscience de la gravité de l'accident. Mais la communication avec la population et même avec les organismes internationaux resta lente et partiellement fragmentée. La ville de Pripyat, située à proximité immédiate de la centrale, abritait environ 50 000 habitants au moment de l'incident. Ce n'est que 48 heures après l'explosion que les habitants furent informés de la nécessité d'une évacuation, et cette opération se déroula rapidement, bien qu'avec peu d'informations détaillées fournies aux résidents sur les raisons exactes de leur départ. La précipitation était motivée par la propagation des radiations, même si l'urgence n'était pas entièrement perceptible pour ceux qui partaient. L'organisation des secours, face à une catastrophe de cette ampleur, rencontra de nombreux défis logistiques et sanitaires. Les pompiers envoyés initialement sans protection adéquate souffrirent de symptômes aigus liés à l'exposition à une irradiation intense. Ils furent rapidement hospitalisés, mais la compréhension des effets de la radioactivité sur le corps humain restait en cours d'étude à cette époque. Parallèlement, les autorités mobilisèrent des spécialistes en radioprotection et en ingénierie nucléaire pour évaluer et contenir les fuites radioactives. Des centaines de milliers de soldats et d'ouvriers, appelés pompiers et liquidateurs, furent dépêchés sur place dans les semaines suivant l'accident pour décontaminer les infrastructures et enterrer la matière radioactive. Une tâche extrêmement périlleuse. Des zones entières furent déclarées zones interdites, immenses étendues autour de la centrale où les populations n'étaient plus autorisées à vivre. Cette mesure visait à réduire l'exposition des civils aux radiations persistantes dans l'environnement. La création de la zone d'exclusion fut un geste inédit qui soulignait la gravité de l'accident et les dangers invisibles qui pesaient sur la santé publique. La gestion de cette évacuation massive engendra cependant de nombreuses difficultés sociales, avec des familles contraintes de quitter leur foyer et leurs moyens de subsistance sans possibilité de retour à court terme. À l'international, les réactions furent prudentes en raison du secret entourant initialement l'accident. Ce n'est qu'après la détection de niveaux inhabituels de radioactivité en Suède que l'Union soviétique admit officiellement la survenue d'un accident nucléaire majeur. Cette admission conduisit à une mobilisation globale des connaissances et à des échanges d'experts entre pays dans le but de mieux comprendre et gérer les conséquences d'un tel sinistre. Cette collaboration contribua à améliorer les protocoles d'intervention en cas d'accident nucléaire futur, soulignant l'importance d'une transparence accrue dans la gestion des risques technologiques. Par ailleurs, les mesures d'urgence comprirent également l'interdiction temporaire de consommation de produits agricoles provenant des zones contaminées.
Les autorités mirent en place des contrôles intensifiés pour limiter l'introduction dans l'alimentation humaine de denrées susceptibles d'être chargées en radionucléides. Ces précautions étaient inédites dans l'histoire récente, partant du principe que la contamination pouvait pénétrer la chaîne alimentaire sur une durée prolongée, affectant ainsi la santé des populations bien au-delà du périmètre immédiat de l'explosion. Les opérations de confinement du réacteur endommagé mobilisèrent les ressources les plus importantes dans la tentative de stabilisation de la situation. La construction d'un sarcophage en béton renforcé autour du bâtiment détruit avait pour objectif de confiner les matières radioactives encore actives et d'éviter leur dispersion dans l'atmosphère ou dans les eaux souterraines. Ce chantier gigantesque fut réalisé en un temps record, impliquant des travailleurs exposés à des niveaux toujours élevés de radioactivité. Les conditions de travail extrêmement difficiles ajoutèrent un coût humain important à la gestion technique de la catastrophe. Au niveau politique, la gestion de la crise déclencha des réformes progressives dans le domaine de la sécurité nucléaire soviétique. L'accident mit en lumière les faiblesses du système de contrôle et de prévention, incitant à une révision des normes et à une meilleure formation des personnels. Ces efforts visaient à éviter la répétition d'une catastrophe semblable, en améliorant la surveillance des réacteurs et en renforçant la collaboration internationale sur les questions de sécurité atomique. Le souvenir de ces premiers jours resta gravé dans la mémoire collective comme un rappel des dangers inhérents à l'énergie nucléaire mal maîtrisée. Le temps joua un rôle crucial dans la gestion post-accident. Chaque heure passée sans information complète augmentait l'inquiétude, mais aussi retardait les interventions adaptées. Les retards dans l'évacuation et la communication offrirent aux radiations plus de temps pour contaminer les populations et l'environnement. Cette leçon essentielle contraint les autorités à repenser leurs procédures d'alerte, reconnaissant la nécessité d'une réaction rapide et transparente face à un incident nucléaire d'une telle gravité. En somme, les premières réponses à l'accident de Tchernobyl furent caractérisées par une série d'actions menées dans la confusion et la méconnaissance de la menace réelle. L'évacuation tardive des populations, la mobilisation des liquidateurs dans des conditions dangereuses et la mise en place de mesures de confinement illustrent la complexité d'une intervention en urgence face à un désastre nucléaire. Ces événements ont durablement marqué l'histoire de la gestion des crises technologiques, invitant à une réflexion approfondie sur la prévention des risques et la protection des populations. Cette période initiale, bien que chaotique, posa les bases d'une gestion plus rigoureuse des accidents nucléaires dans le futur et suscita un intérêt mondial renouvelé pour la sécurité atomique. La suite des événements, marquée par le long travail de décontamination et de surveillance, témoigne de l'effort conjoint de techniciens, scientifiques et autorités pour contenir les conséquences de ce rêve atomique devenu cauchemar. Cette histoire complexe mérite d'être examinée avec soin pour comprendre non seulement la dimension technique du désastre, mais aussi l'impact humain et social qui s'en est suivi. Les conséquences sanitaires immédiates et à long terme. Le nombre exact de personnes ayant souffert de ce syndrome est difficile à établir avec précision. Mais plusieurs centaines de travailleurs et pompiers exposés directement aux radiations ont développé des troubles graves, parfois mortels, dans les semaines suivant l'accident. Les doses reçues par ces individus ont souvent dépassé plusieurs centaines de millisieverts, un seuil bien au-delà de la normale, provoquant des lésions cellulaires irréversibles. Au-delà de ces effets immédiats, l'exposition aux radiations a généré une recrudescence de maladies à long terme. Le cancer de la thyroïde s'est particulièrement distingué comme l'une des conséquences les plus documentées de cette catastrophe. Chez les enfants et adolescents qui résidèrent dans les régions contaminées, les taux de ce cancer ont augmenté de manière significative, attribués à l'absorption de l'iode radioactif via le lait et la nourriture. Des études épidémiologiques réalisées sur plusieurs décennies ont également mis en lumière une hausse des cas de leucémie, particulièrement chez les travailleurs les plus exposés, ainsi que parmi les liquidateurs. Ces milliers de personnes mobilisées pour nettoyer et sécuriser le site. Cependant, les données concernant l'augmentation d'autres types de cancers comme ceux du sein, des poumons ou du système digestif restent sujettes à une certaine controverse scientifique. Par ailleurs, il a été observé des effets délétères sur la santé non cancéreuse. La contamination radioactive a induit des troubles cardiovasculaires, des maladies thyroïdiennes diverses,
ainsi qu'une diminution notable des fonctions immunitaires chez une partie des individus affectés. Ces affections prennent souvent la forme de maladies chroniques évoluant sur plusieurs années ou décennies. Le syndrome d'irradiation aiguë, bien que spectaculaire dans ses manifestations, ne représente qu'une fraction de l'ensemble des conséquences sanitaires. La plupart des effets à long terme sont difficiles à quantifier précisément en raison de facteurs extérieurs, notamment les conditions de vie, les habitudes alimentaires et les thérapies médicales reçues. L'ampleur des conséquences dépend aussi de la dose reçue et de la nature des radionucléides impliqués. Les mécanismes biologiques sous-jacents à ces pathologies reposent sur la capacité des radiations ionisantes à endommager l'ADN, induisant des mutations génétiques. Ces mutations, à leur tour, peuvent que perturber la division cellulaire normale, ce qui favorise les transformations cancéreuses. En parallèle, les radiations altèrent aussi le micro-environnement tissulaire, influençant l'apparition d'inflammations chroniques susceptibles de contribuer au développement de maladies diverses. Les conséquences sanitaires de la catastrophe se manifestent aussi à travers les effets psychologiques et sociaux indirects. La peur de la contamination, la stigmatisation des populations évacuées et les changements de mode de vie ont contribué à un stress prolongé. Ce stress est désormais reconnu comme un facteur aggravant des troubles de santé mentale, ainsi que de certaines affections chroniques. Un autre aspect souvent discuté concerne les effets héréditaires de l'exposition aux radiations sur les descendants des personnes touchées. Si de nombreuses études ont cherché à établir un lien entre les radiations et les anomalies génétiques transmissibles, les résultats sont pour l'instant mitigés. Cependant, certains cas de malformation congénitale ont été rapportés, mais il reste rare et difficile à attribuer directement aux radiations. Le suivi médical des populations concernées a nécessité la mise en place de programmes spécifiques alliant surveillance médicale et études épidémiologiques. Ces programmes visent à détecter précocement les pathologies liées à l'exposition et à améliorer les connaissances scientifiques sur les risques radiologiques. Leur mise en œuvre a permis de collecter des données précieuses qui orientent aujourd'hui les politiques de gestion des risques nucléaires. L'expérience de Tchernobyl a souligné l'importance de la prévention et de la gestion des conséquences sanitaires en cas d'accident nucléaire. Elle a conduit à des révisions des normes de sécurité et à la création d'organismes internationaux dédiés à la surveillance et à la prévention des risques liés aux radiations. Ces institutions favorisent l'échange d'informations, la recherche scientifique et la formation afin de minimiser les impacts des incidents futurs. Par ailleurs, la catastrophe a marqué durablement les consciences collectives des pays touchés. Plusieurs traditions sociales et culturelles ont évolué pour intégrer la mémoire de cet événement et ses répercussions sur la santé publique. La reconnaissance officielle des victimes a parfois tardé, mais a permis d'améliorer progressivement les conditions de prise en charge médicale et sociale. Aujourd'hui encore, les effets sanitaires de Tchernobyl continuent de faire l'objet d'études approfondies, notamment à travers les nouvelles technologies d'imagerie médicale et d'analyse génétique. Ces avancées ouvrent la voie à une meilleure compréhension des mécanismes d'action des radiations, ainsi qu'à des stratégies thérapeutiques innovantes pour les personnes affectées. Le lien entre niveau d'exposition, type de radionucléides et développement des pathologies demeure une question centrale. Par exemple, le césium et le strontium radioactifs, qui persistent dans l'environnement, représentent un risque pour la chaîne alimentaire et donc pour les populations locales. La contamination interne due à l'ingestion ou à la respiration de particules radioactives accentue les possibilités d'effets délétères, parfois plusieurs années après l'accident. En parallèle à la recherche scientifique, des débats éthiques se sont développés concernant l'information des populations exposées et la gestion des territoires contaminés. L'équilibre entre protection sanitaire, droit à l'information et protection de la vie privée reste une problématique complexe à gérer dans le cadre de catastrophes nucléaires. Enfin, les leçons tirées de ces conséquences sanitaires immédiates et à long terme sont fondamentales pour renforcer les dispositifs de réponse en cas d'accident similaire. Elles appellent à une vigilance constante, une coopération internationale renforcée, ainsi qu'une capacité d'intervention rapide pour limiter les expositions et leurs impacts sur la santé. Ces observations préparent le terrain à une analyse approfondie des mesures prises pour la gestion environnementale suite à l'accident. Une étape essentielle pour comprendre la complexité de la réponse à cette catastrophe. L'environnement et la contamination radioactive.
La contamination radioactive issue de l'accident de Tchernobyl s'est propagée selon des mécanismes complexes, affectant à la fois l'air, le sol et l'eau, et altérant profondément les écosystèmes environnants. Dès le moment de l'explosion, une quantité importante de radionucléides s'est libérée dans l'atmosphère, transportée par les vents sur de vastes distances, parfois à des centaines voire à des milliers de kilomètres. Cette dispersion atmosphérique a engendré une contamination étendue, touchant non seulement la zone immédiate située autour de la centrale, mais aussi des régions éloignées. Parmi les radionucléides les plus préoccupants figuraient l'iode 81, le césium 137 et le strontium 429, dont les demi-vies expliquent par la longévité de leur impact environnemental. L'accumulation de ces substances radioactives dans le sol est un facteur clé pour comprendre les effets durables observés dans la région. Lorsque les radionucléides retombent de l'air vers la Terre, ils interagissent avec les particules du sol, s'insèrent dans la couche superficielle de la Terre et, selon leur nature chimique, peuvent que devenir biodisponibles pour la flore. Ces éléments peuvent être absorbés par les racines des plantes, ce qui entraîne une contamination verticale. Ainsi, des toxines radioactives peuvent pénétrer les premiers maillons de la chaîne alimentaire locale, affectant la santé des végétaux et, par extension, des animaux herbivores. Les effets sur le sol varient alors considérablement en fonction du type de sol, du climat et de la topographie. L'eau est une autre voie majeure de dissémination des radionucléides. Après l'accident, la radioactivité s'est infiltrée dans les nappes phréatiques, les rivières, les lacs et les réservoirs d'eau souterraine. Certains isotopes solubles dans l'eau ont ainsi pu circuler sur de longues distances, touchant aussi bien l'environnement aquatique que les populations qui en dépendent pour leur consommation. De plus, les radionucléides peuvent s'accumuler dans les sédiments au fond des plans d'eau, où ils persistent sur de longues périodes et constituent une source secondaire de contamination pour les organismes aquatiques. Cette contamination de l'eau a suscité une grande inquiétude en raison de son potentiel à affecter durablement les chaînes alimentaires. L'impact sur les écosystèmes naturels s'est manifesté à plusieurs niveaux, affectant aussi bien la biodiversité que la structure des communautés biologiques. Dans les zones les plus contaminées, une baisse significative de la diversité floristique a été observée, suivie d'une modification des espèces dominantes. Certaines plantes plus résistantes à la radioactivité ont pu proliférer, tandis que d'autres espèces sensibles ont décliné. La contamination a aussi influencé la dynamique des populations animales. Des anomalies physiologiques et des taux accrus de mortalité ont été documentés chez diverses espèces, de petits mammifères aux grands herbivores. Ce phénomène provoque un déséquilibre écologique qui peut persister pendant plusieurs décennies. La nourriture contaminée joue également un rôle critique dans la dissémination des radionucléides parmi les animaux sauvages. Par ingestion directe de plantes contaminées ou d'eau polluée, les radionucléides se concentrent dans les tissus des organismes, tenant compte de leur bioaccumulation. Ce phénomène affecte en particulier les prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire, qui subissent une concentration plus élevée des substances radioactives. Des études réalisées dans la zone d'exclusion ont ainsi révélé des mutations génétiques, des troubles reproductifs et des anomalies de croissance, témoignant des effets toxiques à long terme. La forêt de Pripyat, qui s'étend sur une large portion de la zone contaminée, illustre remarquablement l'impact de la radioactivité sur les écosystèmes terrestres. Après l'accident, une mortalité massive des arbres a été observée dans plusieurs secteurs, notamment sous forme de forêts rouges due à la mort des pins. Cette dégradation a engendré un bouleversement de la composition végétale, ouvrant la voie à une recolonisation progressive par d'autres espèces. Paradoxalement, l'absence quasi totale de l'activité humaine depuis la catastrophe a permis un retour de certaines faunes sauvages, bien que toujours affectées par les radiations. Ces observations démontrent la complexité des interactions entre la contamination et les processus écologiques. Les impacts hydrologiques dans la zone contaminée comprennent aussi des phénomènes de transfert différés des radionucléides entre les compartiments terrestres et aquatiques. Le ruissellement des eaux de pluie entraîne le lessivage des sols contaminés, transportant ainsi des particules radioactives vers les cours d'eau et les zones humides environnantes. La limpidité de ces eaux peut masquer une présence importante de substances radioactives, dissoutes ou adsorbées sur la matière en suspension. Ces interactions influencent profondément la qualité de l'eau,
et par conséquent la santé des organismes aquatiques, notamment les poissons et les amphibiens. Dans les milieux aquatiques, la bioaccumulation continue des radionucléides à travers la chaîne trophique expose non seulement les espèces locales, mais aussi les humains à des risques sanitaires. Les poissons peuvent concentrer particulièrement certaines substances, ce qui pose problème concernant la consommation dans les zones limitrophes. Des recherches scientifiques ont documenté des anomalies physiologiques chez les espèces aquatiques, telles que des perturbations du système immunitaire et des altérations du développement embryonnaire. Ces observations contribuent à une meilleure compréhension des conséquences écologiques de la contamination radioactive sur les cycles biologiques. L'étude des sols contaminés dans la zone permet de discerner des processus de transfert à long terme des radionucléides entre différents compartiments. Certains isotopes, comme le césium-137, restent adsorbés à la surface des particules argileuses, ce qui ralentit leur mobilité. Toutefois, des phénomènes de migration verticale vers des couches plus profondes du sol sont aussi enregistrés, influencés par la nature organique du sol, les précipitations et l'activité biologique. Ces mécanismes expliquent la persistance des radionucléides dans les sols, où ils peuvent rester actifs pendant plusieurs dizaines d'années. L'interaction entre les radionucléides et les organismes du sol, tels que les micro-organismes et la faune du sol, est également significative. Ces organismes jouent un rôle dans la décomposition de la matière organique et dans le cycle des éléments chimiques, et leur exposition à la radioactivité peut altérer ces fonctions essentielles. Des études ont montré des réductions importantes de la diversité microbienne dans certains secteurs, avec des impacts potentiels sur la fertilité du sol. Ces modifications affectent la capacité des écosystèmes à se régénérer naturellement, prolongeant ainsi la période de réhabilitation environnementale. Les sites contaminés autour de la centrale illustrent aussi la complexité des processus de décontamination naturelle et anthropique. Certaines expériences ont consisté en l'application de techniques de phytorémédiation, utilisant des plantes capables d'absorber certains radionucléides, visant à réduire la concentration dans les sols. Ces approches peuvent contribuer à une diminution progressive de la radioactivité disponible, mais elles sont limitées par la grande étendue des zones concernées et la diversité des substances présentes. La gestion des déchets radioactifs issus de ces opérations reste un enjeu majeur pour la sécurité environnementale. À la lumière de ces observations, il apparaît clairement que la contamination radioactive de Tchernobyl a induit une série d'effets interconnectés affectant l'environnement de manière holistique. L'impact sur l'air, le sol et l'eau n'est pas seulement un fait historique, mais un processus continu qui modifie les cycles naturels et les structures écologiques. La surveillance scientifique continue et les études pluridisciplinaires fournissent des données précieuses qui éclairent les dynamiques complexes de cette contamination durable. Ce savoir est essentiel pour envisager l'avenir de ces territoires affectés. Ces analyses permettent également de mieux comprendre comment les écosystèmes réagissent à des stress majeurs, en particulier dans un contexte de contamination radioactive prolongée. La résilience naturelle est mise à l'épreuve, mêlant facteurs biologiques, chimiques et physiques affectant l'environnement. L'expérience de Tchernobyl devient ainsi un cas d'étude de référence dans le domaine de l'écotoxicologie radiochimique, offrant des enseignements qui dépassent largement le cadre local pour s'appliquer à des enjeux globaux liés à la gestion des substances radioactives. En somme, la contamination environnementale provoquée par l'accident de Tchernobyl demeure un sujet d'étude majeur, révélant la complexité et la longévité des effets des radionucléides sur les différents compartiments naturels. Elle invite à une réflexion approfondie sur les interactions entre activités humaines et écosystèmes, soulignant la nécessité d'une vigilance continue pour préserver la santé des milieux naturels. Cette compréhension ouvre la voie à des stratégies adaptées pour atténuer les impacts environnementaux tout en préparant le terrain pour la restauration écologique. Cette analyse détaillée sur la propagation des radionucléides dans les composantes environnementales sert de fondement pour envisager ensuite les effets spécifiques sur la santé humaine, un sujet que nous aborderons dans la partie suivante de notre étude, le mythe et la réalité autour de Tchernobyl. Depuis la survenue de l'accident nucléaire de Tchernobyl, de nombreuses idées reçues et légendes urbaines ont circulé autour de cet événement tragique. Il est essentiel d'examiner ces récits avec rigueur, en les confrontant aux faits établis par les chercheurs et les historiens, afin de démêler le mythe de la réalité.
L'explosion du réacteur 4 s'est produite un 26 avril 1986, provoquant la libération massive de matières radioactives dans l'atmosphère. Contrairement à certaines croyances populaires, cette explosion n'a pas produit une immense boule de feu visible à des kilomètres, mais une détonation caractéristique d'une réaction de vapeur surchauffée, accompagnée d'un incendie qui a duré plusieurs jours. Il est souvent dit que la zone autour de la centrale est devenue un désert radioactif où la vie est totalement absente. Pourtant, les études menées au fil des décennies montrent une réalité plus nuancée. Si la contamination a provoqué des effets dévastateurs sur la flore et la faune au cours des premières années suivant l'accident, la nature a commencé à recoloniser la zone interdite. Certaines espèces animales, comme les loups et les sangliers, se sont adaptées et même parfois multipliées dans ce lieu où l'activité humaine était réduite à néant. Cette observation souligne l'extraordinaire capacité de résilience et d'adaptation des écosystèmes, même dans des conditions extrêmes. L'idée selon laquelle tous les habitants de la région auraient subi des effets irréversibles sur leur santé est une autre généralisation excessive. Il est vrai que les travailleurs de la centrale et les populations évacuées ont été exposés à des doses de radiation supérieures aux normes de sécurité actuelles, avec des conséquences graves sur la santé de certains d'entre eux. Néanmoins, l'impact sanitaire à long terme sur les populations vivant autour de la zone contaminée fait l'objet de débats scientifiques continus. Un grand nombre d'études analysent les augmentations de certains cancers, comme celui de la thyroïde, tout en distinguant les cas directement liés à l'accident de ceux imputables à d'autres facteurs environnementaux ou génétiques. Une autre idée fausse répandue est l'existence d'une bombe atomique oubliée, sous Tchernobyl, comme si l'explosion du réacteur avait engendré une arme nucléaire secrète. En réalité, le réacteur RBMK, utilisé à la centrale, ne fonctionne pas selon les principes des armes nucléaires. La réaction en chaîne est contrôlée différemment, avec une conception qui a montré ses faiblesses en termes de sûreté, mais qui ne présente aucun risque de détonation nucléaire comparable à une bombe atomique. Ce malentendu découle souvent d'une méconnaissance technique et d'une dramatique mauvaise interprétation des événements dans les médias. Les récits faisant état de mutations génétiques spectaculaires chez les êtres vivants dans la région, avec des créatures monstrueuses nées de la pollution radioactive, appartiennent également au domaine du mythe. Si l'exposition aux radiations ionisantes peut en effet provoquer des dommages à l'ADN, ces changements sont souvent délétères et ne conduisent pas à des formes spectaculaires ou monstrueuses. De nombreuses recherches ont été menées sur les impacts génétiques chez les animaux vivant autour de Tchernobyl, alors que des équipes internationales observent strictement les populations humaines touchées. Les résultats montrent plutôt des anomalies subtiles ou des diminutions de fertilité que des transformations extraordinaires ou surnaturelles. La notion selon laquelle la centrale aurait non seulement provoqué une contamination locale, mais aussi affecté gravement l'ensemble de l'Europe, est largement exagérée. Certes, les vents ont transporté des radionucléides sur un vaste territoire traversant plusieurs pays, mais les concentrations relevées étaient souvent faibles et inférieures au seuil de danger immédiat. Des systèmes de surveillance environnementale ont été mis en place, avec des mesures régulières de la radioactivité dans l'air, le sol et l'eau. Ces données ont permis de calibrer précisément les risques et d'éviter des paniques injustifiées. Le foyer principal de contamination reste centré autour de la centrale et des zones directement exposées par les retombées radioactives. La manière dont les autorités soviétiques ont répondu à la catastrophe a aussi contribué à l'image que l'on se fait aujourd'hui de Tchernobyl. La communication initiale a été lente et limitée, encadrée par des préoccupations politiques et la volonté de contrôler l'information. Cette opacité a nourri des suspicions et alimenté la propagation de théories du complot. Pourtant, les premières mesures d'évacuation, la mobilisation d'équipes techniques et la création du sarcophage autour du réacteur ont été entreprises avec un effort considérable dans des conditions très difficiles. Les efforts internationaux et les travaux techniques se sont succédés pour contenir la contamination et minimiser les risques futurs. Un autre point souvent mal compris est l'état actuel du site. S'il est clair que la zone demeure une zone interdite pour une occupation humaine normale, des projets de réhabilitation et des recherches scientifiques s'y poursuivent. Le sarcophage initial a été renforcé par une structure de confinement plus avancée afin de garantir la sécurité pour plusieurs décennies. Par ailleurs,
L'observation sur place permet d'étudier les effets à long terme de la radioactivité sur les écosystèmes et d'améliorer les connaissances en matière de gestion des accidents nucléaires. Ces travaux contribuent à alimenter les meilleures pratiques internationales dans le domaine nucléaire. La question de la mémoire collective autour de Tchernobyl est complexe. L'événement est intégré dans l'imaginaire collectif, comme un symbole de catastrophe technologique, mais aussi comme une leçon qui a conduit à améliorer la sécurité nucléaire à l'échelle mondiale. Dans les arts, la littérature et le cinéma, Tchernobyl est souvent représenté selon des angles dramatiques ou apocalyptiques, parfois éloignés des faits scientifiques vérifiés. Il convient de considérer ces productions comme des expressions culturelles marquant l'impact émotionnel de la catastrophe, plutôt que des sources historiques ou techniques. Enfin, l'étude de Tchernobyl montre la nécessité de distinguer les faits rigoureusement établis des interprétations erronées ou exagérées. Le poids des mythes peut obscurcir la compréhension des véritables enjeux liés à la gestion des risques nucléaires et à la protection des populations. Une approche équilibrée aide à mieux mesurer les conséquences réelles de cette tragédie, tout en respectant la mémoire des victimes et le travail des chercheurs qui continuent à éclairer ce sujet sous plusieurs angles. Cette réévaluation permanente favorise une meilleure prise de conscience des défis présents et à venir dans le domaine de l'énergie nucléaire. Ainsi se conclut notre analyse de la complexité qui entoure le mythe et la réalité autour de Tchernobyl. Avant de poursuivre avec une réflexion sur les transformations environnementales et sociales générées par cet événement exceptionnel. La gestion politique et médiatique de la catastrophe. La catastrophe de Tchernobyl a été marquée dès ses premières heures par une gestion politique et médiatique singulièrement complexe, révélatrice des mécanismes de communication en milieu soviétique. À l'époque, immédiatement après l'explosion du réacteur en avril 1986, les autorités ont adopté une stratégie de silence prudente, motivée par le souci de maintenir l'ordre et d'éviter la panique. Cette approche a conduit à une censure systématique des informations relatives à l'incident, empêchant la diffusion rapide des détails essentiels sur l'ampleur des dégâts et le danger réel pour la population environnante. Dans les jours qui ont suivi, les médias officiels ont fourni des informations limitées, minimisant l'événement en le présentant comme une simple anomalie technique sans conséquences graves. La presse soviétique a insisté sur la maîtrise rapide de la situation par les équipes de secours et la fiabilité du système nucléaire. Cette narration était en adéquation avec la volonté du gouvernement de préserver l'image du progrès technologique comme vecteur incontournable du futur soviétique, malgré la gravité de la crise qui se déroulait. Avec le temps, cette politique du silence et de la minimisation n'a pu tenir face à l'ampleur des dégâts, à la contamination radioactive et aux témoignages des populations évacuées. La prise de conscience internationale, notamment grâce à la détection des radiations en Europe occidentale, a mis la pression sur l'Union soviétique pour divulguer davantage d'informations. Ce retour progressif de la transparence s'est accompagné d'un changement notable dans le discours public, où la catastrophe a commencé à être reconnue comme un désastre majeur. La communication officielle a évolué en intégrant des éléments de pédagogie sur les risques nucléaires, tout en conservant une certaine retenue quant aux responsabilités et aux erreurs commises. Cette évolution a en partie contribué à la création d'une mémoire collective sur l'accident, à la fois douloureuse et critique, mais elle démontrait aussi le chemin encore nécessaire vers une analyse complète et honnête. Les autorités ont ainsi cherché à restaurer la confiance des citoyens en équilibrant explications techniques et promesses de mesures correctives. Par ailleurs, la médiatisation croissante de Tchernobyl a souvent été accompagnée de mythes et d'exagérations, certains alimentés tant par l'ombre du secret que par la nature même des radiations, invisibles et incomprises du grand public. Ces rumeurs ont contribué à un climat d'incertitude et parfois de peur disproportionnée, mettant en lumière les enjeux d'une communication claire et factuelle sur des sujets aussi sensibles. La lutte contre la désinformation est ainsi devenue essentielle pour les autorités et les experts tout au long des années suivantes. Le traitement médiatique a également varié selon les périodes historiques, reflétant les changements politiques postérieurs à la chute de l'Union soviétique. Durant l'ère de la glasnost, une ouverture sans précédent a permis l'émergence de témoignages et d'analyses critiques dans la presse. Cette nouvelle franchise a joué un rôle clé pour que la société puisse envisager les erreurs du passé et les leçons à tirer en matière de gestion des risques nucléaires et de transparence gouvernementale.
Toutefois, la mémoire institutionnelle a parfois oscillé entre reconnaissance honnête et tentative de minimisation des responsabilités. Certaines archives sont restées difficilement accessibles, freinant ainsi la recherche historique et scientifique. La communication autour de Tchernobyl s'est révélée être un terrain complexe où politique, science et sociologie se croisent, illustrant les tensions entre vérité, pouvoir et perception publique. L'évolution du discours à propos de la catastrophe témoigne également de l'impact durable de l'accident sur la politique énergétique mondiale. Les décisions prises dans les années qui ont suivi en termes de sûreté nucléaire ont fait l'objet d'une attention renouvelée, souvent alimentée par le souvenir de Tchernobyl. Les autorités ont cherché à montrer que la transparence et la prévention pouvaient devenir des priorités, faisant de cette crise une leçon majeure pour toute la communauté internationale. Sur le plan médiatique, la catastrophe a modifié les modes de traitement de l'information sur les risques technologiques. Elle a contribué à une prise de conscience accrue de la nécessité d'une communication responsable, fondée sur des données précises et accessibles. Ce changement a influencé tant les journalistes que les autorités, qui ont progressivement expérimenté des méthodes plus ouvertes et interactives pour informer le public, tentant d'instaurer un dialogue constructif. C'est ainsi que la gestion politique et médiatique de la catastrophe de Tchernobyl révèle une histoire de transition entre secret et révélation, censure et transparence, silence et prise de parole. Chaque étape de cette évolution éclaire une facette particulière de l'impact social et institutionnel de cet événement unique, durable dans les mémoires comme dans les pratiques. Ce regard permet de mieux comprendre les défis posés par la communication en situation de crise et la nécessité d'un équilibre entre précaution, honnêteté et responsabilité. À mesure que les années ont passé, le récit officiel s'est enrichi de nouvelles connaissances scientifiques, intégrant des évaluations plus fines des conséquences sanitaires et environnementales. Cette accumulation progressive de savoir a rendu possible une meilleure préparation aux risques futurs. Même si les séquelles humaines et écologiques continuent d'être source de débats et d'inquiétudes. La communication sur Tchernobyl s'est donc complexifiée, mêlant devoir de mémoire et ajustement constant à la lumière des découvertes. Elle souligne aussi l'importance du temps dans la compréhension des catastrophes industrielles majeures. La première traduction publique de ce tragique événement fut en effet marquée par un retard qui a suscité critiques et controverses. La reconstruction du discours scientifique et médiatique a duré des années, nécessitant des efforts de pédagogie et de transparence qui restent encore aujourd'hui un modèle en matière de gestion des crises à grande échelle. Cette analyse de la gestion politique et médiatique invite à considérer Tchernobyl non seulement comme un accident technique, mais aussi comme un phénomène sociopolitique révélateur des dynamiques de pouvoir, de contrôle de l'information et de rapport entre État et société. La façon dont l'événement a été communiqué est intrinsèquement liée aux valeurs et aux contraintes de l'époque, offrant une leçon sur les limites et les potentialités de la parole publique face à l'inconnu dangereux. Le temps a permis de dépasser certaines approches initiales, favorisant une mémoire collective plus nuancée qui intègre à la fois les réalités scientifiques, les expériences humaines et les enjeux politiques. Appréhender cette évolution est essentiel pour comprendre comment une société peut apprendre de ses erreurs, adapter ses pratiques et construire un futur plus sûr. Ainsi, l'histoire de la communication autour de Tchernobyl constitue un exemple précieux des défis persistants liés à la transparence en situation d'urgence. En définitive, cette épopée médiatique illustre la complexité du rapport entre catastrophe technologique et gouvernance de l'information. Si les débuts ont été marqués par le secret, la prise de conscience progressive a conduit à une ouverture salutaire. Ce processus, lent et parfois difficile, continue d'inspirer les stratégies contemporaines visant à concilier sécurité, diffusion des connaissances et respect des publics concernés dans le souci d'éviter que le passé ne se répète. Alors que cette phase de révélation et d'analyse s'est consolidée, elle ouvre la voie au chapitre suivant consacré à l'impact humain et environnemental, aux réponses tôt techniques et scientifiques, ainsi qu'aux dimensions culturelles et mémorielles qui prolongent encore l'histoire de ce rêve atomique devenu tragédie mondiale. Le devenir des populations déplacées. Le destin des populations déplacées après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl constitue un chapitre complexe
est profondément marquée par la souffrance et la résilience humaine. Lorsque l'accident s'est produit au cours du printemps 1986, des dizaines de milliers d'habitants des environs immédiats ont été évacués rapidement, parfois sans préparation adéquate, vers des lieux supposés plus sûrs. Cette évacuation brutale ouvrait ainsi un nouveau chapitre dans leur vie, chargé d'incertitudes et de pertes. Les zones dévastées étaient d'abord fermées et déclarées strictement interdites, formant ce que l'on appelle aujourd'hui la zone d'exclusion. Les populations déplacées se sont retrouvées confrontées à un déracinement complet, quittant maisons, terres, écoles et communautés ancrées depuis des générations. Ces déplacements forcés ont engendré une déstabilisation sociale profonde, touchant aussi bien les enfants que les personnes âgées. Nombreux étaient ceux qui furent réinstallés dans des villes voisines ou parfois plus éloignées, où l'adaptation s'est avérée laborieuse. La perte du réseau social immédiat, conjuguée à la difficulté de retrouver un emploi, bouleversait les repères et impactait le bien-être mental et physique. Ce déracinement s'accompagnait souvent d'un sentiment d'abandon et d'incertitude sur le futur. Les autorités soviétiques de l'époque ont tenté de gérer cette crise en mettant en place des dispositifs de relogement et de compensation financière, mais leur rapidité et leur efficacité furent insuffisantes face à l'ampleur du drame. L'ampleur du déplacement dépassait les capacités organisationnelles, laissant nombre de personnes dans des situations précaires avec une information limitée sur les risques radiologiques réels auxquels elles avaient été exposées. Au fil des années, ces difficultés se sont prolongées, révélant des conséquences sociales persistantes. Des études ont montré que les problèmes de santé liés à l'anxiété, au stress post-traumatique et aux troubles psychosomatiques se sont multipliés, complétant les effets directs de la catastrophe nucléaire. L'impact psychologique a ainsi pris une place majeure dans la vie des populations déplacées. Les collectivités nouvellement constituées ont dû faire face à la tâche de reconstruire leur vie en parallèle à la stigmatisation associée aux réfugiés nucléaires. Ces populations ont souvent été perçues comme porteuses de risques liés à la contamination, ce qui a renforcé l'isolement social et parfois la marginalisation. Ces phénomènes ont contribué à fragiliser davantage les liens sociaux. Par ailleurs, les difficultés économiques liées à la transition vers de nouvelles formes d'emploi ou à la perte d'activités agricoles ont marqué durablement la région. L'arrêt brutal des activités traditionnelles dans les zones contaminées a frappé des familles entières, réduisant leurs ressources et accentuant les tensions sociales dans les milieux d'accueil. Ce déplacement a aussi provoqué une redistribution démographique importante, modifiant la composition des populations dans les villes voisines et engendrant des défis en termes d'énergie, de logement et de services publics. La nécessité d'intégrer des milliers de personnes supplémentaires a souvent conduit à une pression sur les infrastructures locales, sans toujours trouver de solutions adaptées. La gestion des populations déplacées reste un sujet d'étude crucial pour comprendre l'impact humain des accidents nucléaires. Cela illustre combien les conséquences d'un tel sinistre dépassent largement la sphère environnementale ou sanitaire pour embrasser des problématiques sociales, économiques et culturelles complexes. Ces évacuations ont laissé un héritage difficile à effacer, tant au niveau individuel que collectif, rappelant la vulnérabilité des sociétés face aux risques technologiques majeurs. Les populations concernées continuent à être suivies, leur situation offrant un éclairage précieux sur les besoins d'assistance et de soutien à long terme après de telles catastrophes. Au-delà du contexte soviétique de l'époque, ce vécu a contribué à nourrir les débats internationaux sur la gestion des crises nucléaires, incitant à la mise en place de protocoles plus humains et solidaires pour les populations affectées. Il est essentiel de garder en mémoire ces histoires, qui témoignent de la complexité des migrations forcées contemporaines liées à des catastrophes industrielles. Ainsi, le déplacement des habitants de Tchernobyl représente un exemple poignant des mouvements migratoires contemporains soumis à des pressions inédites, mêlant peur, adaptation et reconstruction identitaire. Ce vécu nourrit aujourd'hui les réflexions sur la résilience humaine et la capacité des sociétés à se recomposer après des traumatismes majeurs. Les recherches historiques et sociales poursuivent leur travail pour mieux documenter cette réalité, offrant une base solide aux recommandations actuelles en matière de gestion de crise et de prise en charge psychosociale des personnes déplacées. Cette compréhension approfondie est indispensable pour anticiper et améliorer les réponses futures à des événements similaires. Ces considérations ouvrent la voie à la lecture suivante.
où sera abordée la manière dont la nature a repris ses droits dans la zone déserte, offrant un contraste saisissant avec le drame humain que nous venons d'évoquer. Les leçons tirées pour la sécurité nucléaire. Les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl ont profondément transformé la manière dont le monde perçoit et gère la sécurité nucléaire. Avant cet événement, les normes de sûreté reposaient sur des hypothèses optimistes quant à la probabilité et l'impact des accidents. Après l'accident, il est apparu indispensable de réévaluer les protocoles, les technologies et les systèmes de sécurité pour prévenir toute répétition d'une telle tragédie. Cette réflexion a conduit à une série de modifications techniques et réglementaires qui ont marqué un tournant majeur dans le domaine nucléaire. Au niveau technique, plusieurs innovations ont été introduites pour garantir un meilleur contrôle des réacteurs. L'une des principales améliorations concerne les systèmes de refroidissement qui ont été renforcés et redondants. Des dispositifs automatiques de sécurité ont été déployés pour interrompre le fonctionnement en cas de perturbation détectée, limitant ainsi les risques d'emballement de la réaction. De plus, des barrières physiques supplémentaires ont été mises en place autour des réacteurs, destinées à contenir les matières radioactives en cas d'accident. Par ailleurs, les normes internationales en matière de conception des centrales ont été revues. Les exigences concernant la résistance des installations aux événements externes, tels qu'un séisme ou une inondation, ont été renforcées. De nouvelles approches analytiques ont été développées pour évaluer les risques et prévoir les scénarios potentiels d'accident avec une précision accrue. Cette méthodologie aide aujourd'hui les exploitants à anticiper les défaillances critiques et à concevoir des plans de prévention adaptés. Au niveau réglementaire, la catastrophe de Tchernobyl a été un signal d'alarme pour les autorités de contrôle. Elle a entraîné une harmonisation des règles à l'échelle internationale, favorisant une coopération plus étroite entre les États dans le domaine nucléaire. Les textes de loi ont été mis à jour, intégrant des exigences plus strictes en matière de surveillance, d'audit et de formation du personnel. Le principe de transparence a été largement développé pour garantir une communication claire et sans ambiguïté quant à la sécurité des installations. Il est important de noter que les organismes internationaux, tels que l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont joué un rôle central dans cette dynamique. Ils ont instauré un cadre normatif commun qui facilite le partage des meilleures pratiques et des retours d'expérience entre pays. Ces échanges avaient pour objectif de prévenir des erreurs similaires et d'encourager l'innovation continue dans la sécurité nucléaire. Sur le plan politique, l'impact de Tchernobyl a également été considérable. L'accident a ouvert un débat mondial sur l'avenir de l'énergie nucléaire, posant la question de sa viabilité et des risques associés. Plusieurs pays ont revu leur politique énergétique, certains ralentissant voire arrêtant leur programme nucléaire, tandis que d'autres ont renforcé leurs efforts pour améliorer la sûreté. Cette réévaluation a donné lieu à des stratégies diverses, avec des priorités variables selon les contextes économiques et géopolitiques. Un effet notable a été l'attention portée au développement des énergies renouvelables, perçues comme des alternatives plus sûres et durables. L'intégration de sources comme le solaire et l'éolien dans le mix énergétique de nombreux pays trouve en partie sa justification dans la recherche d'une moindre dépendance au nucléaire. Cependant, la transition énergétique reste complexe, car l'énergie atomique continue d'assurer une part importante de la production électrique mondiale. La leçon principale tirée de Tchernobyl réside dans la nécessité d'une gestion rigoureuse des risques associés à cette technologie. La sécurité nucléaire implique une vigilance constante et une adaptabilité face aux nouvelles connaissances et aux avancées techniques. Rien ne permet d'exclure complètement la possibilité d'incidents, mais le progrès dans la prévention et la gestion des accidents s'est affirmé comme un objectif prioritaire. En outre, la sensibilisation du public et la communication transparente sont devenues des composantes incontournables de la politique nucléaire. Les populations affectées par l'accident ont souligné l'importance d'être correctement informées et associées aux décisions. Ce principe s'est progressivement intégré dans les démarches réglementaires, en instaurant un dialogue plus ouvert entre les autorités, les experts et la société civile. L'évaluation post-Tchernobyl des impacts sanitaires et environnementaux a aussi renforcé la prise en compte des conséquences à long terme. Les recherches ont permis de mieux comprendre les effets des radiations sur la santé humaine et les écosystèmes, influençant les normes de sécurité et les plans d'intervention en cas d'accident. Cette dimension a enrichi la gouvernance nucléaire
en introduisant une perspective plus holistique du risque. Ce retour d'expérience s'est traduit par la mise en place de plusieurs programmes de formation spécialisés pour les opérateurs et les responsables de la sûreté. Ces formations visent à développer une culture de sécurité solide, fondée sur la connaissance des procédures, la prise de décisions rationnelles et la prévention proactive. Elles contribuent à limiter les erreurs humaines, considérées comme l'une des causes fréquentes d'incidents nucléaires. Par ailleurs, des exercices réguliers de simulation d'accidents sont désormais réalisés à l'échelle nationale et internationale. Ils permettent de tester la réactivité des équipes, l'efficacité des plans d'urgence et la coordination entre différents acteurs publics. Cette préparation contribue à renforcer la confiance dans la capacité à gérer une crise de manière organisée et efficace. Il convient également de souligner le rôle des technologies numériques dans l'évolution de la sécurité nucléaire. L'acquisition et l'analyse des données en temps réel, les systèmes d'alerte automatisés et les outils de modélisation avancés offrent de nouvelles possibilités pour anticiper les dérives et intervenir rapidement. Cette digitalisation s'inscrit dans une approche plus intégrée et proactive de la sûreté. Par ailleurs, la gestion des déchets radioactifs a bénéficié d'améliorations notables. Des sites de stockage plus sécurisés et des méthodes de confinement plus robustes ont été développés pour minimiser les risques de contamination. La recherche sur le cycle du combustible et le recyclage vise également à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits. Ces évolutions témoignent d'une prise de conscience collective que l'énergie nucléaire, malgré ses bénéfices, requiert une responsabilité accrue. Depuis Tchernobyl, le principe de précaution occupe une place centrale dans toutes les décisions liées au nucléaire. Il suppose un engagement permanent pour éviter toute négligence et pour préserver la santé des populations et l'intégrité de l'environnement. Enfin, ces transformations ont alimenté un dialogue international sur la place du nucléaire dans le futur énergétique mondial. La question de l'équilibre entre sécurité, rentabilité et acceptabilité sociale demeure un défi complexe. Leçons apprises, innovation et coopération constituent les piliers sur lesquels reposent les stratégies actuelles pour gérer cette technologie avec rigueur et humilité. Le récit de Tchernobyl continue ainsi d'orienter les choix, avec la conviction que tous les moyens doivent être mobilisés pour que jamais plus un tel accident ne se reproduise. Cette vigilance collective accompagne les progrès techniques et les adaptations réglementaires, offrant une promesse mesurée de sûreté accrue. Cette réflexion préparatoire conduit sans rupture naturelle vers l'examen des défis contemporains liés à l'énergie nucléaire. La place de Tchernobyl dans la mémoire collective. La tragédie de Tchernobyl occupe une place singulière dans la mémoire collective mondiale, représentant un moment clé où l'optimisme autour de l'énergie nucléaire a été profondément ébranlé. Cet événement historique, survenu dans la seconde moitié du XXe siècle, a laissé une empreinte indélébile tant dans les domaines scientifiques, culturels que sociétals. Il symbolise à la fois une leçon de prudence face aux technologies puissantes et un rappel constant des conséquences dans les erreurs humaines. Au fil des décennies, l'intégration de cette catastrophe dans la conscience collective s'est faite à travers différents niveaux d'analyse et de commémoration. Sur le plan historique, l'accident de Tchernobyl est souvent évoqué en tant qu'exemple des risques associés à la gestion de l'énergie nucléaire, mais aussi comme un moment révélateur des limites des systèmes de contrôle et des pratiques gouvernementales de l'époque. La manière dont les informations ont été initialement gérées et diffusées, notamment sous le régime soviétique, contribue à alimenter une réflexion critique sur la transparence et la responsabilité en période de crise. Cet aspect a conduit à une réévaluation globale des politiques de sécurité nucléaire dans plusieurs pays, générant une série de recommandations et de normes améliorées à l'échelle internationale. Du point de vue scientifique, la catastrophe a stimulé une vaste production de recherches sur les effets des radiations à long terme sur les humains, la faune et la flore. Les études menées après l'accident ont fourni une quantité importante de données cruciales qui ont permis de mieux comprendre les mécanismes biologiques de l'irradiation, les mutations génétiques et les risques sanitaires. Ces travaux ont également inspiré le développement de nouveaux protocoles de gestion des déchets nucléaires et la mise en place de zones d'exclusion afin de minimiser l'impact environnemental. La création de départements spécialisés dans l'étude des conséquences post-Tchernobyl témoigne de l'importance de ce sujet dans le domaine des sciences environnementales et médicales.
L'intégration culturelle de l'accident s'observe aussi dans la littérature, le cinéma et les arts, où Tchernobyl est devenu un symbole puissant souvent associé à la peur, mais aussi à la résilience. Cette représentation multiple souligne le rôle de l'événement comme un marqueur symbolique chargé de transmettre un message universel sur la fragilité de la vie et le respect nécessaire envers la nature. En outre, les récits personnels de survivants et des liquidateurs ont enrichi la mémoire collective par une dimension humaine profonde qui dépasse les simples faits techniques ou statistiques. Ces témoignages ont contribué à maintenir vivante la conscience des enjeux sociétaux liés à l'énergie et à la responsabilité individuelle et collective. Les commémorations annuelles jouent un rôle essentiel dans le maintien de ce souvenir. Elles sont l'occasion de rappeler les victimes directes et indirectes, ainsi que les efforts des premiers intervenants, souvent appelés liquidateurs, dont le courage a limité les dégâts alors même qu'ils étaient confrontés à des conditions extrêmes. Ces cérémonies, parfois internationales, favorisent également un dialogue permanent sur la prévention des risques nucléaires et la nécessité de soutenir les populations affectées. Elles incarnent une forme de devoir de mémoire, consolidant l'événement dans un continuum historique à travers lequel chaque génération est invitée à réfléchir aux choix technologiques et éthiques du présent et de l'avenir. La médiatisation à travers les décennies a également joué un rôle important dans la construction de l'image de Tchernobyl. Dès les premières années, les reportages et documentaires ont mis en lumière les ravages invisibles des radiations, tout en suscitant un débat mondial sur la sûreté nucléaire. Cette visibilité médiatique a été renforcée par des œuvres de fiction qui s'appuient sur des faits réels, donnant une plus grande portée à la mémoire collective. Ces productions influencent la perception publique et contribuent à une prise de conscience plus large, intégrant Tchernobyl non seulement dans les archives de l'histoire, mais aussi dans le discours quotidien sur les limites technologiques. Sur un autre plan, l'événement a contribué à des changements sociaux et politiques importants, au-delà des frontières de l'Union soviétique. Il a notamment influencé les mouvements environnementalistes en insufflant une nouvelle énergie à la lutte contre les dangers liés à la nucléarité. L'image de Tchernobyl est ainsi devenue un point de référence pour les opposants à certaines formes d'industrialisation et pour ceux qui militent en faveur d'énergies renouvelables plus sûres. De plus, la catastrophe a servi de catalyseur pour des discussions institutionnelles dans plusieurs organisations internationales, renforçant les mécanismes de coopération en matière de sécurité nucléaire et de gestion des crises. Enfin, il convient de souligner l'importance des espaces dédiés à la mémoire, tels que les musées et les sites commémoratifs qui jouent un rôle éducatif majeur. Ces lieux proposent au public une expérience tangible et documentée, permettant de mieux comprendre la nature et l'ampleur de la catastrophe. Ils favorisent une transmission intergénérationnelle du savoir et de la mémoire, inscrivant Tchernobyl dans un cadre éducatif qui invite à la vigilance et à la réflexion critique. En cela, ces espaces participent à la perpétuation d'un dialogue entre passé et présent, évitant que l'histoire ne se perde dans l'oubli. Ainsi, la place de Tchernobyl dans la mémoire collective ne se limite pas à un simple rappel historique. Elle s'inscrit dans un processus dynamique qui mêle aspects scientifiques, culturels et sociaux, forgeant une représentation riche et complexe. Cet événement, autrefois perçu uniquement comme un accident majeur, est devenu un catalyseur de savoir et de valeurs qui influence encore la manière dont la société appréhende le progrès technologique et ses risques. La mémoire de Tchernobyl continue d'évoluer, émouvante et nécessaire, pour guider les choix futurs concernant la coexistence entre l'homme et son environnement. Ce regard rétrospectif permettra d'aborder plus sereinement les chapitres suivants. Conclusion sur l'héritage de Tchernobyl et son influence actuelle. La catastrophe de Tchernobyl, survenue au cours d'une nuit d'avril 1986, demeure une leçon importante sur les limites humaines face à la technologie nucléaire. Elle a dévoilé, d'une manière tragique, les conséquences possibles lorsqu'un système aussi complexe et puissant est confronté à des erreurs techniques, à des défauts de conception et à des insuffisances humaines. Ce drame a profondément influencé la façon dont les sociétés envisagent l'énergie nucléaire et leurs responsabilités envers la sécurité et l'environnement. La contamination résultante ne fut pas seulement un événement ponctuel, mais un phénomène durable qui a mis en lumière la persistance des effets radioactifs dans les milieux naturels et humains.
Les défis liés à la gestion des zones contaminées sont toujours présents aujourd'hui. De vastes territoires autour de l'ancienne centrale restent interdits à la population, formant une zone d'exclusion qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. La radioactivité, bien que réduite au fil des décennies, conserve une présence notable dans le sol, les eaux et la faune locale. Ce phénomène oblige à surveiller en permanence l'évolution de la radioactivité et à étudier ses effets à long terme sur la santé des êtres vivants. De nombreuses études scientifiques se poursuivent afin de mieux comprendre l'impact cumulatif de l'exposition à des radiations dites faibles, ainsi que les mécanismes de guérison naturelle de la biosphère. Au-delà des aspects environnementaux, l'événement de Tchernobyl a marqué un tournant dans la manière dont les risques technologiques sont perçus globalement. Il a révélé à quel point la complexité des systèmes industriels exige une vigilance constante et une gestion rigoureuse. Les leçons tirées ont conduit à renforcer les normes de sécurité et à améliorer les procédures de prévention dans le domaine nucléaire et au-delà. De nombreux pays ont adapté leurs politiques énergétiques, tenant compte non seulement des bénéfices économiques, mais aussi des risques inhérents à une mauvaise maîtrise des technologies avancées. Ce changement d'approche se manifeste par une attention accrue portée à la transparence et à l'information. Par ailleurs, la catastrophe a engendré un débat plus large sur la place de la technologie dans nos sociétés modernes. L'accident a suscité une réflexion critique sur la confiance accordée aux systèmes complexes, mettant en garde contre une dépendance excessive qui pourrait engendrer des vulnérabilités majeures. Face à des technologies puissantes comme le nucléaire, mais aussi l'intelligence artificielle ou les biotechnologies, la responsabilité collective est apparue comme une condition indispensable pour garantir une utilisation sûre et éthique. Ces réflexions alimentent aujourd'hui des discussions sur la régulation, la gouvernance et les limites à imposer aux innovations. L'héritage de Tchernobyl se manifeste également par l'évolution des pratiques en matière de gestion de crise. L'expérience de cette catastrophe a mis en évidence l'importance d'une communication claire et coordonnée durant les événements d'urgence. Les insuffisances observées dans la réponse initiale ont conduit à développer des plans d'intervention plus efficaces qui tiennent compte non seulement des aspects techniques, mais aussi des dimensions sociales, psychologiques et sanitaires. La prévention des conséquences à long terme inclut aujourd'hui des stratégies de réhabilitation des territoires sinistrés et d'accompagnement des populations affectées. En outre, le souvenir de Tchernobyl entretient une vigilance constante quant à la surveillance internationale des installations nucléaires. Des organismes spécialisés assurent un contrôle continu afin de prévenir toute répétition d'une catastrophe similaire. Cette coopération transnationale s'appuie sur des échanges d'informations, des inspections régulières et la mise en place de normes communes. Le partage des expériences et des connaissances a contribué à renforcer la sécurité globale dans ce domaine sensible, soulignant l'importance d'une solidarité entre nations face aux risques potentiels. Il est aussi essentiel de considérer que la catastrophe a profondément marqué la culture collective. Documentaires, recherches historiques, témoignages et ouvrages scientifiques ont permis de garder vivante la mémoire de cet événement. Cette mémoire participe à une prise de conscience durable des dangers inhérents à certaines technologies et à la nécessité de préserver l'environnement pour les générations futures. L'étude de Tchernobyl sert ainsi de référence dans les enseignements universitaires et constitue un cas d'école pour l'analyse des crises majeures dans le monde contemporain. Sur le plan humain, la catastrophe a révélé la résilience et la souffrance des populations affectées. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées, laissant derrière elles leurs foyers, leurs terres et leurs souvenirs. Les effets sanitaires à long terme, notamment les cancers et autres affections liées aux radiations, ont continué à se manifester plusieurs décennies après l'accident. Ce constat a conduit à renforcer les systèmes de santé publique et à développer des programmes de suivi médicaux spécifiques pour les victimes. Cette dimension humaine reste au cœur des débats actuels sur la gestion des conséquences des accidents nucléaires. Par ailleurs, l'événement de Tchernobyl a joué un rôle dans la transformation politique et sociale de la région. La catastrophe a accéléré les processus de réforme et a contribué à ouvrir un débat sur la transparence et la responsabilité des autorités. Elle a aussi eu un impact sur la perception du nucléaire dans l'opinion publique et sur les décisions gouvernementales concernant l'énergie. Cette influence reste perceptible aujourd'hui dans les choix stratégiques et dans les mouvements citoyens qui s'opposent parfois à la reprise ou à l'expansion de programmes nucléaires.
Enfin, la catastrophe de Tchernobyl incite à une réflexion continue sur la relation entre progrès technologique et précaution. Elle rappelle que les avancées ne sont jamais exemptes de risques et que leur maîtrise demande une vigilance constante, un engagement éthique et une préparation adéquate. Cette prise de conscience est essentielle pour orienter les développements futurs vers un équilibre respectueux des conditions humaines et environnementales. Les enseignements de cette tragédie invitent à une gestion prudente, réfléchie et collective des risques liés aux technologies modernes. En conclusion, l'empreinte laissée par Tchernobyl dépasse largement le simple cadre d'un accident nucléaire. Elle englobe des dimensions écologiques, sanitaires, sociales, politiques et culturelles qui nourrissent une compréhension approfondie des risques associés aux technologies complexes. Cette catastrophe demeure un point de référence incontournable dans la réflexion sur notre rapport à la technologie et sur les mesures nécessaires pour protéger l'avenir. La vigilance maintenue autour de Tchernobyl ouvre ainsi la voie à des pratiques plus responsables et à un dialogue permanent entre science, politique et société. Cela prépare le terrain pour aborder les défis contemporains avec une conscience éclairée et un esprit critique. Le récit historique et les études scientifiques qui en découlent offrent les clés pour avancer en conciliant progrès et prudence dans les chapitres suivants de notre discussion.